Bonjour à tous. Nous allons donc bientôt commencer dans une minute à peu près. Je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui. Je vois qu'on a un programme assez chargé. Nous allons donc arrêter la musique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous allons bientôt commencer et peut-être juste quelques annonces administratives. Donc, voilà, bienvenue à South Southern North. Et pour notre programme assez chargé aujourd'hui, bienvenue aussi à Voices for Just Climate Action, à ce programme. Voilà, pour savoir qui est avec nous, veuillez en effet mentionner le nom de votre organisation et peut-être vous pouvez mentionner cela, prochaine diapo. Et puis, il y aura aussi bien la boîte questions-réponses. Veuillez mentionner ceci. Vous pouvez avoir les services d'interprétation aujourd'hui en français, brésilien, portugais, en bahasa et en anglais. Voilà, et vous pourrez donc mettre vos questions donc, euh, dans la boîte de discussion en bas de l'écran. Nous avons donc les services d'interprétation qui fonctionnent sur tous les canaux et voilà, vous avez la possibilité de le faire et s'il vous plaît, veuillez choisissez le canal de votre choix. Si vous avez des problèmes à ce niveau, veuillez nous envoyer un email à info.vsa. Vous avez déjà l'adresse email, il me semble. Donc, south.org. Bienvenue à tous. Vous avez la parole, Paula. Merci beaucoup. Merci, Charlotte. Et bon après-midi, bonne matinée ou bon après-midi ou bonne soirée de là où vous vous joignez à nous. C'est un privilège. Nous sommes déjà 55 personnes et je pense que c'est extraordinaire que ça soit ainsi. Nous sommes très privilégiés. J'aimerais vous remercier et vous souhaiter la bienvenue à cette séance. C'est pas, je dirais, nous avons un séminaire euh, je dirais, assez similaire à ce que nous avons d'habitude. Et c'est simplement pour mieux pouvoir nous préparer à la COP 28. Lors de cet atelier de travail, nous avons l'alliance de VCA et nous avons aussi INPO South et puis aussi bien Reliance Hub. J'aimerais remercier toutes les alliances qui nous ont aidés à organiser cet atelier de travail aujourd'hui. J'aimerais donc remercier South South North pour l'interprétation et puis aussi bien pour les bailleurs de fonds, le ministère des Affaires étrangères de la Hollande et pour International Development Research Center et pour tous ceux qui nous ont aidés à organiser ce webinaire. Par rapport à ceci, en effet, cela nous permettra de nous engager à COPS, c'est-à-dire par rapport à ceci, nous avons COPS et d'autres Climate Carbon and Space sont souvent exclusives. Et si on ne demande pas à pouvoir s'engager à ce niveau-là, alors bien entendu, nous ne pouvons pas le faire. Donc, je pense que c'est le cas. Et puis maintenant, au travers de ce webinaire, j'espère qu'on pourra faire une contribution pour pouvoir répondre aux différents défis concernant notre participation à ce niveau mondial. Et ces barrières parfois
espaces ont le droit ou l'accès à certains espaces et puis de la compréhension, je dirais, par rapport à tout ceci, mais aussi bien parfois au niveau technique et pour pouvoir mieux comprendre. Et je suis sûre qu'avec les participants que nous avons aujourd'hui, avec Charlotte, avec Gougou et puis d'autres, je pense que cela va nous aider à mieux comprendre. Je suis ravie de vous rencontrer ici déjà en ligne et puis, bien entendu, donc sur les lieux au mois de décembre. Charlotte, de retour à vous. Je pense que, en effet, vous avez bien planté la scène par rapport à ce que l'on veut mentionner et j'aimerais donc vous présenter donc André Smoro, qui est donc le directeur général de la résilience et de l'efficacité énergétique, programme de transition climatique à la Fondation Avina. Andrea a participé à aussi des recommandations pour une utilisation efficace, également l'auteur d'un guide récent sur les négociations climatiques. Merci beaucoup, Charlotte, et merci beaucoup pour cette invitation à participer à cet atelier de travail. Je vais donc prendre donc cet avantage que nous avons, l'interprétation dans différentes langues pour faire ma présentation. Donc, les collègues de l'Amérique latine pourront vraiment donc comprendre dans leur langue maternelle puisque c'est une possibilité. Donc, voilà, comme vous l'avez mentionné, c'est donc un des défauts, des défis, je dirais, par rapport à cette perspective est liée à la langue. En effet, beaucoup de ceci n'est pas facile et ce n'est pas facile. Donc c'est pour ça que je vais maintenant parler déjà en espagnol ici. Je pense que c'est une très bonne opportunité de partager et en effet, par rapport à ceci, je voulais donc mentionner par rapport aux négociations, cela nous permettra de pouvoir, nous parlons toujours des zones bleues, n'est-ce pas? Et puis, nous allons donc nous focaliser sur le, ce qu'on appelle le programme, c'est-à-dire la zone verte. Nous voyons qu'il y a souvent donc une différence entre les deux. Par exemple, ici, vous pouvez voir donc la carte pour la COP 26 et la COP 27 où nous avions donc différentes zones. Il y avait aussi à la COP 27 une zone bleue et une zone verte. Alors, je vais vous dire ce que cela signifie. Cela veut dire que nous, la zone bleue se focalise sur les négociations. Alors, par exemple, si on se focalise plus sur les négociations, sur les résolutions, par exemple, que sur les sessions, alors ça veut dire que ces participants vont passer plus de temps dans la zone bleue. Par rapport à ceci, par rapport aux négociateurs, par rapport aux négociations, etc. Et puis, cela, il est donc clair de voir ces résultats ici. On peut critiquer cela ou bien donc féliciter ces résultats. Maintenant, la zone verte a un ordre du jour en parallèle. Alors, d'un côté, nous avons les pavillons par rapport aux qui vont présenter les entreprises. Il y a aussi donc les activistes des événements parallèles et des opportunités de réseautage. Alors, par rapport à la carte donc au travers des années, cette zone est devenue de plus en plus élargie.
Et on sait très bien que à la COP 28, la COP 28 sera 3 fois plus grande que celle de la COP 27. Donc, tout ce qui a trait donc aux événements parallèles, aux entreprises, aux activistes. Donc, nous avons maintenant beaucoup plus de potentiel de faire entendre nos voix ou d'être plus visibles. C'est disponible à toute personne qui veut faire partie de la COP. Revenons maintenant vers la zone bleue et partageons donc le contexte de ces négociations, par exemple. Ce qu'ils négocient et pourquoi c'est tellement difficile d'entrer, d'avoir accès à ces négociations, en d'autres mots. Alors, je vais donc parler rapidement des négociations maintenant par rapport au cadre, par exemple, ou des conventions des Nations Unies sur tout ceci. Et il va falloir réfléchir à d'autres objectifs, c'est-à-dire d'avoir une stabilisation de la concentration des GES pour qu'il n'y ait pas donc d'interférence en continu. Et puis, par rapport à ceci, j'ai déjà donc mentionné cela concernant l'écosystème. Il y a donc des mots-clés mentionnés ici. Alors, on parle d'un niveau qui est suffisant pour pouvoir empêcher les interférences dangereuses. Et lorsqu'il s'agit du climat, souvent, il y a des descriptions qui ne sont pas claires et qui deviennent ambiguës. Et ce cadre a des objectifs pourtant bien définis, mais parfois on ne comprend pas ce que veut dire le niveau ou l'intérêt ou le cadre. Alors, ces négociations de par le passé, donc, restaient quelque part un peu ouvertes à toute interprétation. Alors, il y a aussi d'autres principes très importants pour ces négociations. Il y a donc le principe CBDR. Concernant ce principe, nous voyons que les pays impliqués dans ce processus doivent inclure doivent combattre le changement climatique et ses effets adverses, particulièrement dans les circonstances où les pays en développement sont vraiment vulnérables au changement climatique. C'est donc nécessaire qu'il y ait une liste des pays vulnérables. Alors, par exemple, des pays les moins développés. Donc, beaucoup ne sont pas aussi développés et sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique. Mais au-delà de cela, il faut qu'il y ait, nous n'avons pas ces listes spécifiques. Alors, ce cadre parle aussi de euh, dévouement ou bien d'engagement. Alors, ces engagements concerne les pays. Donc, on peut voir le ministère de l'Environnement ou bien des agences gouvernementales ou bien les inventaires d'IST ou bien des programmes ou de médicaux ou bien des programmes de réduction de l'empreinte carbone, des recherches scientifiques, l'éducation, l'échange d'informations, la recherche scientifique et l'adaptation. Donc, ce sont les pays doivent mentionner faire rapport de tout ce qu'ils font tous ces égards aux Nations Unies. Donc, par rapport à ceci, au 4.1, là, ici, on parle des engagements. Alors, les engagements aussi bien au 4.3 et 4.7. Donc, 4.1 représente tout ce qui est contraignant pour tous les pays en développement et développés. Alors, pour les pays développés, devront aussi, en outre, euh, donner des ressources financières pour que les pays en développement puissent respecter tout ce qui est écrit en
au 4.1. Et dans ce cas-là, cela doit être finé par des ressources émanant des pays en développement. Le numéro 4.5 parle un peu plus de ceci. Alors, il mentionne à quel point ces pays, sous la convention, ces pays développés vont pouvoir soutenir au niveau des ressources financières les pays en développement. Donc, il y a des conditions bien mentionnées par rapport à qui va mettre en œuvre ces engagements et ce que cela signifie. Alors, parlons maintenant de ce qui est négocié ici. Il y a donc un accord international qui est contraignant et universel concernant le changement climatique. Il y a donc 13 points qui, par exemple, l'ambition, cela doit être mis en œuvre. Il faut qu'il y ait la participation universelle, bien sûr. Et pendant les débats du changement climatique, nous n'avons pas, donc beaucoup n'ont pas pu atteindre ces 3 points au sein des accords et des conventions. Donc, par rapport à la CNUCC, pendant les négociations, nous avons essayé de faire en sorte que tout ceci soit contraignant, malgré le fait que c'est clair qu'il doit financer ceci et ce qui a été mis en œuvre. Eh bien, certains points n'ont pas pu être réalisés dans les accords. Nous avons aussi bien les accords de la CNUF, la CNUCC et la CNUC en 94 et aussi le protocole de Kyoto 1997 qui ont été mis en œuvre en 2005. Et les ambitions mentionnées devaient bien entendu réduire les émissions de gaz à effet de serre, seulement 5%, et malheureusement, ont pu le faire. Et il n'y a pas eu de participation universelle car le protocole devait aussi inclure les pays qui étaient sur la liste, en haut de la liste concernant les émissions. Et en 2012, l'Australie a quitté ce protocole, la Russie, le Canada également, le Japon. Et cela a fait en sorte que le protocole a stagné et uniquement l'Union européenne a participé. Il n'avait pas cette pression internationale pour pouvoir réduire les émissions. Ensuite, il y a eu l'accord de Paris qui occupe cet espace, qui remplit cet espace vide par rapport à ce qui manquait. C'était l'ambition et selon cet accord qui établit que les pays et l'approche par rapport au CDN doit donc établir ses propres euh, engagements. Voilà, cela dépend bien entendu du niveau des ambitions de chaque membre maintenant. Dans le protocole de Kyoto, la participation manquait, n'est-ce pas? Et puis, ce qui manque dans l'accord de Paris, c'est en effet, l'ambition aussi. Alors, quelque part, tout ce que l'on voit ici, c'est que cela a trait avec ces trois choses et c'est très important. Alors, que se passe-t-il maintenant? Eh bien, cela a trait, bien entendu, aux négociations des mécanismes en place. Et il a été établi lors de l'accord de Paris que dans les 9 à 12 mois, chaque pays devait présenter leur CDN pour ensuite mettre en œuvre ces CDN entre 2020 et 2025. Et cependant, il y avait de nouvelles CDN telles que mentionnées
par le rapport de transparence et cela va commencer en 2024. Il y a donc aussi le processus d'évaluation mondiale qui a été conclu dans ce premier cycle. Et chaque 5 ans, ce cycle recommence avec certains ajustements jusqu'à ce qu'on puisse arriver à une situation où on est en conformité avec l'accord de Paris. Alors, par rapport à ceci, différents intérêts et transitions dans lesquels les pays sont développés pour les pays développés et ceux en développement. Donc, en rose pour les pays développés, l'atténuation des GES est vraiment au cœur des changements, objectifs du changement climatique et des politiques internationales. Et ceci est concentré et aussi bien dans les pays asiatiques et d'autres pays qui vont se joindre. Donc, il y a des efforts conjoints qui sont mis en place et nous reconnaissons que aussi nous voyons ils ont assez de ressources pour le faire. Mais pour les pays en développement, que ce soit dans le sud de la planète, l'adaptation est une priorité car nos populations sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique et l'impact que nous subissons ne sont pas l'impact subi par les pays développés car ils, maintenant, il faut qu'il y ait les finances pour cette adaptation et la disposition de telles finances et un engagement contraignant pour les secteurs publics des publics développés. Mais le financement n'est pas suffisant. Et c'est leur responsabilité de financer et c'est donc, il est nécessaire d'établir un suivi et de voir si tout ceci est en conformité. Cela ne signifie pas donc que nous n'avons pas d'objectifs pour le secteur privé, ils sont essentiels. Alors, comment est-ce que ces négociations fonctionne? Eh bien, nous avons les différents mécanismes et la plénière telle que vous voyez ici qui nous permet en tant qu'observateurs de nous asseoir aussi avec les pays représentés. Ce n'est que le début. Et puis, voilà, pendant ces négociations, il y a aussi des tables rondes et des réunions formelles et informelles. Et dans ces groupes de de travail, vous les voyez ici, cela peut avoir lieu dans un auditorium ou autre. Il y a aussi donc les parties prenantes telles que les représentants gouvernementaux ou bien les délégués de différents partis. Nous voyons aussi donc la participation fondamentale des ONG, des ONG environnementales, les personnes autochtones, les jeunes, les médias. Et les groupes qui participent sont généralement caractérisés par les pays développés et en développement. Et nous avons 45 pays développés et 145 pays en développement. Et nous voyons que il y a une participation
donc 70% de la participation du sud de la planète et 30% plutôt du nord de la planète. Et 70% pour maintenant les négociations, c'est l'inverse. Donc 70% du nord de la planète et 30% du sud de la planète. C'est là où on aurait besoin donc de ne pas être limité, mais nous sommes limités parce que nous avons des contraintes techniques et financières. Donc, euh, Le groupe d'intégrité environnementale, la Corée du Sud, le Monaco et l'Union européenne aussi. Euh, et, et la plus grande groupe des pays en voie de développement, c'est les G77 plus la Chine. Et donc, ça rend les négociations assez complexes. Et donc, c'est très difficile de trouver des accords. Et j'aimerais euh, arriver à la fin. Donc, je vais laisser cet espace des négociations et je vais parler de l'agenda parallèle. C'est important de dire que pour le changement climatique, COP, c'est le plus grand rencontre des Nations Unies, entre 40 à 70 000 personnes. Et ça veut dire que la plupart des participants s'y rendront, puisque d'autres acteurs s'y trouveront dans le même espace. Et donc, c'est un espace très important pour le réseautage. L'Indonésie, pour l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Afrique, tout le monde y sera présent dans le même espace. Et c'est une opportunité unique pour établir des connexions. C'est essentiel d'identifier des opportunités importantes bien à l'avance. Et comment est-ce que on peut avoir les meilleurs rendements de ces opportunités? Tout d'abord, il faut se demander, poser 4 questions. Est-ce que nous sommes là pour établir des nouveaux contacts? Si c'est oui, dans ce cas, il faut se préparer appropriément. Il faut avoir ces détails de contact, son site Internet. Il faut avoir des présentations qui sont déjà faites. Et aussi, peut-être il faut avoir un certain nombre des informations imprimées pour présenter l'essentiel de votre travail. Vous pouvez aussi faire une prise de contact à l'avance pour préparer des rencontres ciblées. Vous pouvez envoyer votre identifiant, envoyer des mails. Qui sont les acteurs, qui sont les points de contact pour déjà avoir un démarrage avant l'événement soi-même. Si euh, euh, si vous cherchez d'établir une présence assez large, vous pouvez peut-être sponsoriser un des cocktails ou un des dîners. Euh, Puis la deuxième question qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut montrer ce qu'on fait? Euh, si la réponse est oui, dans ce cas, il faut considérer d'organiser un des événements accompagnants qui sont d'habitude organisés à l'avance et les applications pour cela ont été soumises au mois de juin. Vous pouvez aussi participer aux événements des pavillons et pour cela, il faudrait identifier les alliés qui peuvent vous soutenir dans cela. Et à la fin, peut-être ça vaudrait la peine d'avoir votre propre espace pour contacter les organisateurs, mettre en place votre budget, les logistiques pour votre matériel. Et finalement, il y a toujours la possibilité d'organiser une conférence de presse ou de tenir un bureau pour les médias. Tout ça peut faire partie du programme officiel de COP. La troisième question,
ce serait, est-ce qu'on souhaite pouvoir exercer de l'influence sur l'agenda global? Et dans ce cas, il faudrait peut-être joindre les coalitions existantes, Youngos ou CRN International. Il y a un nombre de choix à considérer. Pour pouvoir participer, il faudrait être très bien informé en ce qui concerne leur agenda et leurs négociations, lesquelles il faudra suivre d'une façon très proche. Ensuite, il y a tout un nombre d'événements, des démonstrations publiques, des événements, euh, des, et il faudra donc identifier dans quels espaces se trouveront les décideurs que vous recherchiez. La quatrième question, c'est est-ce que vous êtes prêt à joindre un partenariat ou une initiative? C'est pour ça, il faudra pouvoir répondre aux questions en ce qui concerne la course vers les émissions zéro, l'établissement de leur résilience, et il faut bien réfléchir et considérer les pour et les contre avant de prendre la décision de se joindre à une alliance. Et le plus important, c'est d'élever votre voix. Le COP, c'est une vraie opportunité de se faire entendre. Ici, vous verrez mes détails de contact. On est toujours vers, au cas où vous souhaiteriez rentrer en contact avec moi. En ce qui concerne COP28 et avoir un peu plus de conseils encore. Ouais, merci beaucoup, Andrés. C'était très informative et c'est une très bonne introduction à cet espace très important. Si vous avez des questions pour Andrés, veuillez les poser dans la boîte à dialogue et on va avoir une session de questions-réponses à la fin. Mais j'aimerais d'abord continuer. Euh, euh, Salim Oulha, qui est le directeur du Centre international pour le changement climatique et le développement et professeur à l'Université indépendante du Bangladesh. Il est aussi un des euh, partenaires qui sera présent dans la zone bleue et j'aimerais inviter le professeur à discuter certains de ses points de vue avec nous. Donc, je vous passe la manche. Donc, merci beaucoup, Andrés, pour cette présentation très élaborée. Excusez-moi, s'il vous plaît. Euh, euh, Permettez-moi de commencer avec mes qualifications primaires dans lesquelles je vous parle. Je suis une des rares personnes qui ait participé à chacune des COP, de 1 à 27. Mais j'aimerais dire que je n'y vais pas en tant que négociateur. Je ne fais pas partie d'un gouvernement. Je suis un observateur. J'ai un badge jaune. Et ça veut dire je suis un académique ou un scientifique. Mais j'ai tout à fait un rôle à jouer au cours des négociations. Je conseille un des groupes que Andrés vous a montré, ce qui est le groupe des pays les moins développés. On en est 46, la plupart en Afrique subsaharienne. Et il y en a aussi quelques-unes, pardon, en Asie, autant que mon pays, le Bangladesh. Malheureusement, il n'y en a aucun en Amérique latine, il n'y en a que 18 en tout en Amérique latine. Et en ce moment, la présidence est avec le Sénégal. Et je conseille le groupe en ce qui concerne l'adaptation et maintenant en perte et dommages. Et je suis un conseiller pour les négociations, mais je ne suis pas un négociateur moi-même. Une des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est comment est-ce que je vois le COP et comment est-ce que ça a évolué à travers le temps dans les 30 ans passés. La première chose, euh, la conférence s'adresse surtout à des partis à la Convention qui sont des gouvernements qui ont signé et ratifié ce cadre de travail des Nations Unies. C'est autant disons tous les pays, les 195. C'est là où les gouvernements se retrouvent pour revoir leurs progrès. Et donc, les participants primaires et négociateurs
c'est les représentants des gouvernements et leurs partis, et c'est eux qui peuvent participer les négociations principales. Une fois que les sessions plénières sont terminées, et ils se rendent dans leur pièce à côté pour leur vrai travail. Souvent, les observateurs comme nous, on n'est pas admis. Les négociateurs, il y en a entre 5 à 10 000 représentants. Et comme Andrés l'a mentionné, le nombre du Nord global est au moins 2 fois plus important que les participants du Sud mondial. Et c'est eux les vrais négociateurs lors de l'événement. Et eux, ils, ils avaient négocié cette convention du cadre de travail. Et en 2015, à Paris, lors de COP 21, on a fait quelques grandes avances dans les accords de Paris, comme Andrés l'avait mentionné, qu'il fallait garder la température en dessous de 1,5 degré et qu'il fallait mettre à disposition 100 milliards de dollars de la part des pays développés. Et on n'y est pas du tout pour aucun de ces accords. Nous avons trouvé des accords, mais on ne les a pas implémentés. Nous voulons revoir et euh, euh, prendre un peu un sondage lors de ce COP 28 qui va nous arriver. Mais il y avait quelque chose de très important qui s'est passé à Paris. Les accords de Paris, ils ont euh, déterminé qui sera impliqué dans l'implémentation des accords de Paris. Jusqu'à ce que ça ait été conclu, il y avait les gouvernements et les chefs de gouvernement dont on avait besoin qu'ils étaient d'accord pour tous les détails pour qu'il y ait accord. Donc, cela accompli et on a eu l'accord de Paris. C'est un chemin pour s'attaquer au changement du climat, jusqu'à de la mitigation, à l'adaptation, à la gestion de pertes et dommages et plein d'autres choses. Et ce chemin, il peut être rejoint par tout le monde. Maintenant, nous sommes en mesure de mettre en place les accords de Paris. On n'a pas besoin de notre gouvernement, de notre président, premier ministre, qui que ce soit. Nous pouvons le faire. Nous, euh, nous avons les moyens. Et donc, nous avons l'autonomie. On n'a plus besoin de demander à personne. Donc, une des choses qui est arrivée après le COP 21, le COP chaque année, comme Andrés a dit, il y a plusieurs dizaines de milliers de participants. Il n'y a que 10 000 qui sont des négociateurs. Les autres 20 à 30 000, ce n'est pas des négociateurs. Mais pourquoi ils y vont? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? De mon point de vue, c'est eux qui sont les participants les plus importants dans le COP. Et en fait, maintenant, nous avons 2 COP réellement. Tout d'abord, nous avons le COP des parleurs, des négociateurs. Ils parlent parfois tard dans la nuit, toute la nuit, parfois ils ne terminent pas à l'heure, ils prennent une journée supplémentaire et finalement, ils ont une décision sur le papier. Mais ça ne veut rien dire. Tout le monde rentre chez eux et rien n'est implémenté. Les négociateurs, c'est les parleurs. C'est ça le COP des autres, c'est le COP des faiseurs, les gens qui font. C'est ce qu'on fait dans les pavillons, dans la zone bleue, dans la zone verte, le réseautage qu'Andrés a mentionné. Et c'est là où on se rencontre avec d'autres personnes qui veulent faire des choses. La, la forestière, la mitigation, les gens qui veulent arrêter l'utilisation du charbon. On trouve des alliés dans tous ces domaines du monde entier et c'est l'opportunité de réseauter avec eux. Et les centres de résilience sur lesquels on travaille depuis des années, c'est des endroits où vous pouvez donc faire le réseautage, rencontrer du monde. Et maintenant, on voit que dans la présidence de COP, il y a un sujet différent, un thème pour chaque jour de COP.
Aujourd'hui, nous avons les sujets d'agriculture et de la santé. Ça n'a rien à voir avec les négociations. C'est juste des thèmes, des sujets pour des gens qui sont actifs dans les secteurs comme la santé ou l'agriculture pour partager leurs expériences. Il peut y avoir des représentants de gouvernements, des NGO, des gens du monde scientifique, tout le monde qui participe à ça s'y rencontrent pour faire leur déclaration sur leurs activités, leurs accomplissements et leurs activités. Et on peut donc, il y a une grande différence entre l'action au changement du climat et les gens qui en parlent. Et si on veut influencer les négociations, mon conseil serait de parler aux négociateurs de vos propres pays avant de vous rendre au COP et dites-leur qu'est-ce que vous voulez voir. Euh, Prenez contact avec eux pendant l'événement, donnez leurs conseils. C'est eux qui font partie des négociations, c'est pas vous qui êtes dedans. On ne peut que passer des messages euh, à travers les négociateurs que nous connaissons, qui viennent de nos pays. Et comme Andrés a dit, invitez-les au dîner, payez-leur un café, parlez-leur de vous-même, essayez de comprendre ce que c'est qu'ils font. C'est vos représentants. Et des fois, il y a la chance, l'opportunité de devenir part de la délégation. Parfois, il y a beaucoup de délégations qui, vous pouvez devenir membre d'une délégation. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez participer dans les négociations. Vous ne pouvez toujours pas parler, mais vous pouvez être présent pour écouter. Et si c'est possible, pour vous d'y arriver là, moi, je le recommande fortement. Donc, finalement, permettez-moi de dire, il y a un mythe que pour pouvoir influencer les négociations, qu'il faut physiquement être présent au COP. Et tout le monde veut y être. C'est bien d'y être, c'est joli, on peut faire du réseautage, mais si vous voulez vraiment suivre le COP, ce n'est pas forcément nécessaire d'y être. Dans les 2 ans passés, ici, mon centre à Dakar, au Bangladesh, on a mis à disposition un petit cours en ligne qui s'appelle Suivre le COP sans se rendre au COP. Et si vous avez envie de vous y joindre, c'est en ligne, mais bien que les horaires seront parfois un peu difficiles, hey, néanmoins, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour certains d'entre vous. Si vous avez envie, hey, et donc je vais partager l'adresse online avec vous. Et effectivement, ça vous permet de suivre certains aspects. Évidemment, vous ne pouvez pas suivre tout. Moi, on a choisi pertes et dommages. Il y en a un autre qui est responsable pour le financement dans l'environnement de combat climatique. Il y a un autre qui se concentre sur l'adaptation. Nous, on poursuit donc 3 voies. On a des webinaires réguliers sur ce qui se passe dans le COP. Et après, on fournit un rapport sur ce qui se passe. Et les participants, ils doivent évidemment choisir un sujet, suivre ce sujet. Et à la fin, ils doivent écrire un petit essai de tout ce qui s'est passé. Et sur la base de cela, on leur donne un certificat s'ils répondent à tous les critères. Et encore une fois, on peut suivre le COP sans devoir être présent sur place. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salim. J'aimais vraiment votre caractérisation qui parle d'un COP pour les parleurs. Et c'est vraiment ça qu'on voit très souvent. J'apprécie aussi votre perception que c'est pas forcément nécessaire d'y être physiquement pour gagner de l'influence et qu'il y a beaucoup plus qu'un seul événement en fait. Et il faudra s'y préparer correctement avant d'y aller. Donc merci à nos 2 contributants. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on a le temps pour quelques questions. Vous pouvez poster vos questions dans la boîte à dialogue.
ou de lever votre main électronique. Si vous parlez dans une autre langue que l'anglais ou le français, vous pouvez tout à fait faire usage de l'interprétation. Soyez sûr que vous êtes dans le bon canal pour votre langue préférée. Donc, on a eu un poste qui nous vient du Niger. Et il a été dit qu'il y a assez de difficultés maintenant après le coup d'État qui a eu lieu. Et s'il y a un soutien possible aussi au niveau financier pour les acteurs dans l'espace de combat contre les changements de climat. Oui, laissez-moi essayer d'y répondre. Je ne suis pas sûr que si je peux vraiment aider, mais les pays les moins développés, euh, c'est les pays les plus pauvres du monde. Pas seulement sont-ils pauvres, mais ils sont souvent, se trouvent dans les régions qui sont très vulnérables aux effets du changement de climat. Et malheureusement, c'est eux qui ressentent ces effets les plus forts. Et donc, et pour ces pays, pour être en mesure d'avoir assez de capacités de connaissances pour négocier, c'est très, très difficile. Et un des problèmes, c'est que pour les pays où l'anglais n'est pas leur langue nationale, où c'est, disons, le français, l'espagnol ou le portugais, euh, et c'est le cas pour beaucoup de pays en question. Surtout en Afrique, il y a beaucoup de pays qui sont francophones. Et donc, au cours des négociations, il y a une interprétation, etc. Mais dans les groupes de travail, il n'y a pas de négociation. Et mon conseil à tous ces pays les moins développés, et j'en fais beaucoup de formations pour eux, quoi que vous fassiez, il faut envoyer un délégué qui comprend et parle l'anglais. Même s'il ne comprend pas le climat, il faut qu'il comprenne l'anglais. Vous pouvez être là pour le soutenir, mais s'ils ne comprennent pas l'anglais, ils seront vraiment perdus et ils seront vraiment pas en mesure de participer dans les négociations. Et c'est vraiment un point très important. L'autre chose, c'est que pour avoir la capacité de comprendre les négociations et de suivre les négociations, c'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps et d'efforts. C'est vraiment pas facile à comprendre. Surtout, les négociations, c'est souvent très complexe et s'il n'est pas un expert en langue et en phrases, la terminologie qui est présentée peut vraiment être difficile à suivre. Et très souvent, dans les pays les plus pauvres, il y a un manque dans ces connaissances et ces capacités. Malheureusement, c'est le cas. Et donc, oui, merci de nous avoir expliqué quels sont les défis et à quel point c'est important d'avoir un interprète présent avec vous si vous essayez de vous y rendre. Donc, il y a une autre question dans le dialogue. Et quels engagements ces pays doivent, à quels engagements ils doivent répondre? Ouais, merci, merci beaucoup. Les engagements les plus importants sortent de les accords de Paris. Comme je l'ai dit au départ, ils ne disent seulement que les pays doivent avoir, ils doivent développer, présenter, mettre en place et reporter leurs objectifs du combat contre le changement climatique. Et, et donc, c'est assez facile de les trouver. Si vous regardez en Google, et vous pouvez écrire NDC Registry dans le Google et vous verrez la liste des pays. Le problème avec chacun, c'est pas seulement, et c'est ça vraiment le problème. Quand je parlais des accords de Paris, c'est qu'un pays ne va pas mettre en place ses engagements, mais le problème, c'est que
à quel point ces engagements sont vraiment appropriés aux circonstances de ce pays, à leurs émissions et leur niveau d'urgence au niveau des changements de climat d'un point de vue international. Et donc, du coup, c'est une des choses qui sera faite cette année. Quand c'est important de regarder les engagements individuels, il faut aussi comprendre le contexte et Coucou le niveau Alain, de mon collègue est en train responsabilité d'interpréter. Je vais prendre dans 5 minutes. actuel et historique qu'ont ces Je prends pays dans cinq par minutes. Mon rapport à collègue leurs est en train engagements, d'interpréter. autres que leurs objectifs qui sont vraiment axés sur la mitigation. Normalement, OK, les pays qui doivent mettre mis en wow, place des actions supplémentaires que la mitigation. d'accord. Quand on regarde l'article 2 des Bah, accords de j'imagine, Paris, j'ai qui pas du parle tout des lu les messages objectifs d'Ora. J'ai de simplement vu que l'accord, tu disais qu'il on a manquait un password et après que tu lui un disais but merci, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de mettre mondial quelque chose et de pour dire la merci. Et puis mitigation voilà, et les qu'elle pense pas finances que et je les m'absente, émissions. quoi. Et les trois, ils doivent être mis en place équitablement. Et article 3, il dit que les objectifs, ils doivent couvrir la Ouais, mitigation, adaptation, finances d'accord. et technologie. OK. Mais la plupart des pays ils ne font référence qu'à la mitigation. Et donc, il y a un grand écart OK. euh, de la façon dans laquelle les engagements sont mis en place pour le reste des autres euh, critères. Ouais, merci Andrés. Il y a aussi Ouais, une autre question de la part de Paz, mais quelles sont oui. Ouais, non, ils m'ont quelles sont déjà les choses les demandé plus importantes Interprenet. Ils m'ont pas confirmé. Attends, ils pour m'ont confirmé. COP28 selon vous? Qu'est-ce que vous dites? Interprenet, j'ai Figo World le 13. Mais il devait revenir vers moi. J'avais pas encore reçu le Comme je token, l'avais tout dit ça. Donc, plus tôt, on est ouais, on est vraiment focalisé sur la ouais, question de gestion de pertes ouais. et dommages en relation avec le OK. changement du climat. C'est parce que Et moi, je peux faire que le le changement du 13. climat, il est en cours. C'est pas un truc qu'on voudrait éviter, Voilà. auquel Je il faut pourrais se faire le préparer. 9, mais le 10, C'est j'ai en cours et on n'est Interaction pas prêt. et c'est European Et donc, Civil la Society. Je sais priorité même pas à quoi maintenant, m'attendre. c'est Donc, d'assister je me suis dit que les le 9, victimes qui sont affectées il y a quelques jours seulement en Libye. Plus de 10 000 personnes ont perdu leur vie dans des déluges et les scientifiques qui ont étudié ouais, ça ont dit que c'était 50 fois plus probable en raison des changements climatiques. Et donc, il n'y a aucun événement hydrométéorologique qui a lieu aujourd'hui qui n'est pas ouais. assujetti Non, je vais garder le aux 13 effets de uniquement. J'ai changement de peur de faire climat. le 9 parce que je sais Les pas combien de températures ont prépa j'ai augmenté besoin au-delà pour le de truc 1 Civil Society, degré European Civil et on n'a Society pas réussi par à Alexandra. Je sais même éviter pas ce ça. que c'est. Du C'est coup, même pas encore c'est des confirmé d'ailleurs. sujets Donc qui je sont sais même pas politiquement si très je sensibles devrais pour les vraiment pays en voie de le développement. garder ou pas. On Je sais soulève pas. ça chaque année et les pays développés ne veulent pas en parler. Ouais, Et si les polluants ne ouais. veulent pas parler de perte de dommages, ils Non, ne il y a veulent pas écrit dénoncer. European Civil Ils Society. ont Je sais pas refusé ce que depuis c'est. des Aucune idée. années Il y a aucune d'en parler, information. jusqu'à l'année Aucune idée. dernière. Et Ouais. l'année dernière, Donc, je à sais pas. COP27, C'est un je vous email qu'elle épargne m'avait les envoyé le détails, 18 mais on a septembre. C'est tout ce que je réussi sais. Voilà. Donc, de, grâce à la ouh, diplomatie, attends, mon chéri, j'ai encore une de minute. les Je te lâche. forcer Il un faut que je peu écrive à avoir un HO in 1 minute. accord qu'ils ne voulaient pas. C'est la Bisous. décision dans le COP27 d'avoir un fonds pour Ciao, bye. perte et dommages. Ils n'ont pas voulu le faire, mais on a réussi à mettre la pression nécessaire. Et maintenant, il faut le rendre applicable. Et donc, cet comité transitionnel s'est rencontré plusieurs fois. Il y en a un meeting encore avant les COP. Et donc, ils vont y aller avec leurs recommandations. Et COP 28 devra donc décider quoi faire ensuite. Comme j'ai dit, j'ai suivi ce processus depuis très longtemps et je sais comment ça marche et ça marche très lentement. Ce comité ne va pas terminer son travail et on va euh, euh, arriver là où ils vont demander plus de temps. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de temps. La présidence de COP 28
Et comme COP28, Dr. Al-Jaber, il a un groupe de conseillers auquel il m'a invité de participer et j'y étais d'accord. Et quand j'étais d'accord avec ça, j'ai dit, je n'ai qu'un seul point à conseiller, il faut créer le fonds de pertes et dommages lors de COP à Dubaï. Vous ne pouvez pas renvoyer ça à COP 29. Vous ne pouvez pas dire, ah, on a avancé, mais on n'a pas encore terminé. Il n'y a qu'une chose qui est importante. Le comité transitionnel ne vous aidera pas. Et vous, en tant que président de COP, il faut mettre en place ce fonds. Et c'est comme ça que les politiciens des autres pays vous soutiendront et que le fonds de perte et dommages devra fonctionnel. Qu'ils ont pris la décision d'instaurer le fonds vert pour le climat, eh bien, ça leur a pris quand même 5 ans. Donc, voyez-vous, si on les laisse travailler donc à ce rythme, ça prendra encore 5 ans. On n'a pas le temps pour ça. Donc, comme je l'ai déjà dit, par rapport à ceci, pour moi, c'est important. Les personnes sont en train de mourir maintenant et on ne peut pas, si personne réagit par rapport à cela, on ne peut pas continuer ainsi. Ce n'est pas possible. On a besoin d'avoir un suivi des pertes et des dommages, à mon avis. Merci beaucoup. En effet, beaucoup seraient vraiment intéressés à couvrir ceci. Et par rapport à cette perspective, j'aimerais savoir votre perspective. Oui, merci beaucoup pour cette question. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Salim, dit Andrés Mogro, par rapport au changement climatique. Et lorsque je pense on a trop attendu avant d'être opérationnel, et cela, euh, je pense, ces dernières années, même lorsqu'on est devenu opérationnel, c'est devenu de plus en plus difficile d'année en année. Et voilà, quelque part. Je suis tout à fait d'accord que ça ne devrait pas encore arriver à nouveau, et je pense on ne peut pas se permettre d'avoir de si longs délais. Et concernant la COP 28, les résultats à envisager, vraiment je dirais, j'ai fait référence à Stoppel, au GST, n'est-ce pas? C'est un processus tel qu'envisagé à l'article 14. On avait mentionné ce processus d'inventaire mondial qu'on appelle le Global Stocktake Process, n'est-ce pas? Et voilà, quelque part, le GST a eu beaucoup de dialogues d'experts et techniques concernant ce GSP, comme on l'appelle, ce processus d'inventaire mondial. Et il est temps de le faire, de l'entreprendre. Et je sais très bien que les résultats de ce processus d'inventaire mondial, je ne pense pas qu'ils soient déjà alignés à ce qui est requis. C'est un point qu'il faudra mentionner et un point très fort que l'on désire mentionner euh, et politiquement urgent, je mentionnerais même, et de pousser les partis en question de se préparer, de prendre sérieusement les résultats du GSP en considération selon les échecs qu'il y a eu, et de pouvoir réclamer à ce qu'il y ait action entreprise par rapport à cela. Et par rapport aussi bien les nouveaux euh, objectifs quantifiés concernant la finance climatique. On en avait déjà discuté, et c'est la dernière chance que l'on a maintenant d'orienter ce processus, que ça ne soit pas uniquement politique, en d'autres mots. Et par rapport
aux objectifs des finances du changement climatique, on a entendu parler de 100 millions, 100 milliards de dollars il y a un an. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Et puis, les nouveaux objectifs collectifs qui seront mis en place l'année prochaine, eh bien, je pense qu'il va falloir réagir. Il y a eu déjà pourtant 7 dialogues techniques sur les ODD concernant ces objectifs collectif quantifié. Et il est temps donc à la COP 28 de demander à ce qu'il y ait des résultats et quels étaient les résultats concernant ces dialogues. Et on n'a pas pu le faire pendant la COP 27, donc il est vraiment nécessaire de le faire maintenant. Et sinon, donc à la fin de l'année prochaine, je me rappelle ce qui s'était passé donc lors du dialogue technique il y a 3 ans de cela, n'est-ce pas? Donc il y a eu donc un processus collaboratif et participatoire. C'est juste ce que je voulais mentionner par rapport à ce processus concernant les objectifs quantifiés collectifs sur le financement climatique. Merci. Merci beaucoup, Andrés. Je vois qu'il y a une question de Théo aussi. En effet, et, il y a tellement d'événements, tellement de séances, ça peut être un peu confus et on peut être dépassé pour pouvoir comment donc utiliser tout ceci à bon escient. Je vais commencer avec vous, Andrés, pour répondre à cette question et ensuite Salim. Eh bien, c'est vrai que, il y a trop de choses qui se passent en même temps à la COP. Alors, ce que je conseille, c'est peut-être de se concentrer sur un domaine particulier et que vous ayez d'autres collègues qui se concentrent, eux, chacun, sur un domaine en particulier. Alors, par exemple, si vous suivez les négociations, donc que vous travaillez uniquement sur cela, si vous parlez sur l'adaptation, si vous partez sur l'adaptation, de le faire uniquement sur l'adaptation, etc. Donc, je pense que vous pouvez aussi choisir les atténuations, les négociations concernant les atténuations, par exemple. Et puis, ou alors, ceux qui avaient été décrits, n'est-ce pas, le programme décrit sur l'atténuation à Charles Machek, par exemple. Vous pouvez aussi, aussi bien donc, décider de partir sur les GSP, par exemple, ou bien sur tout ce qui a trait au processus à long terme, sur les nouveaux objectifs quantifiés collectifs sur le financement climatique. Enfin bon, donc tout ceci, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, et alors participer aussi, ou participer donc peut-être, si vous partagez donc, si vous participez aux réunions de la société civile, eux donneront aussi un aperçu de tout ce qui s'est fait sur le terrain. Et c'est vrai que sinon, c'est parfois difficile de trouver un espace dans votre pays, de parler avec les représentants des délégations, mais parfois, justement, lorsque vous êtes à l'étranger avec eux, c'est là où vous avez la possibilité de les rencontrer, de leur parler, de pouvoir convenir d'un moment pour pouvoir parler ensemble. Donc, quelque part, c'est aussi quelque chose à essayer d'explorer, de trouver donc euh, par rapport aux priorités, par exemple, à quoi ils s'attendent de la COP, et s'il y aura d'autres événements ou d'autres réunions ensuite à envisager avec eux. Ça serait aussi une très bonne opportunité à saisir. Voilà. Merci, Andrés. Salim? Oh, on dirait que nous avons perdu Salim. Sa connexion n'a pas tenu, on dirait. Donc, avant de passer à notre prochaine session, qui sera une discussion euh, avec un panel d'experts, mais auparavant, je sais que il y a donc un point important et on partagera aussi des points sur les narratifs sur la résilience. Peut-être que Tia peut-être veut nous en parler de la résilience. Tia, ça serait bien si vous voulez peut-être allumer votre micro. Merci Charlotte. Donc c'est Théo. Donc merci pour cette opportunité. Mon nom c'est Théo Bacrac. Je suis donc de l'équipe de la résilience et nous aurons donc nous serons à la COP 28 et si vous allez
y participer en personne. J'espère qu'on pourra vous rencontrer au Centre de la Résilience. On aura donc, j'espère, de bons fauteuils, du café, de l'eau. Et sinon, vous pouvez aussi nous joindre sur la plateforme en ligne et toute personne peut participer. Vous pourrez donc nous suivre. Et ma requête par rapport à ceci, c'est que nous, on est vraiment focalisé sur les narratifs, sur les histoires qui élèvent donc ce sujet concernant la résilience au changement climatique des différentes régions et personnes. Et donc, nous aurons la possibilité de pendant la COP 28, de jeter la lumière sur ces voix, sur la diversité, sur des personnes qui ont entrepris des actions concernant la résilience climatique ou bien qui devraient donc en prendre davantage et pourquoi. Donc, si vous voulez peut-être nous soumettre une courte vidéo, donc de 30 secondes ou d'une minute pour partager vos idées sur la résilience climatique, on pourra donc vous donner cette plateforme. N'hésitez pas, soyez en contact avec moi ou avec ma collègue qui est aussi en ligne avec nous ici, car nous devons faire en sorte de faire entendre le plus de voix possible pour qu'on puisse augmenter la résilience des communautés aux impacts du changement climatique qui déjà donc les affectent. Merci beaucoup pour m'avoir donné la possibilité de faire entendre cette requête. Merci beaucoup, Théo. Voilà. Euh, Très bien. Donc, la prochaine étape, d'abord, merci beaucoup à Andreas et Salim pour leur présentation très enrichissante. On a beaucoup apprécié votre temps et vos idées. Nous avons aussi donc un panel de discussion très, très, très important et donc, par rapport aux différentes plateformes, aux, aux différentes circonscriptions et nous avons donc différents intervenants aujourd'hui et qui vont partager aussi ce qu'ils font, leur travail, les plateformes qu'ils utilisent, ce qu'ils essayent de réaliser et ce qui, pendant la COP 28, comment s'y préparer. Voilà. Alors, premièrement, j'aimerais souhaiter la bienvenue Carla Max. Carla Max, qui est d'une organisation donc euh, non, gon- non gouvernementale. Elle est de Climate Action Network et partagera les perspectives du groupe d'intérêt des organisations non gouvernementales de l'environnement, ce qu'on appelle les ONGE, pour la CCNUCC. Et Carla, vous avez la parole. Cela vous va si je parle en espagnol? Oui, absolument, bien sûr. Donc, je vais le faire. Donc, oui, c'est vrai que c'est vraiment ma... Donc voilà, donc merci beaucoup pour cette invitation. Et puis, merci beaucoup pour cet espace, pour cette possibilité qui m'est donnée de partager avec vous mon expérience et et comment nous avons donc, comment nous nous sommes organisés. Et il est important de dire que, en effet, nous serons donc un des observateurs et l'acronyme ANGO, ENGO, c'est-à-dire donc ONG environnementale. Et nous ne sommes pas, bien entendu, les seuls représentants ou la seule organisation qui représente les organisations non gouvernementales en général. Il y aura donc, nous sommes deux organisations toutefois qui sont le point focal pour les plus grands groupes. Et pour vous, c'est important de le comprendre. Au travers du travail que nous avons fait jusque-là, l'agence et nous avons donc décidé d'avoir une vision commune. C'était donc un processus et
Il y a eu, bien entendu, des hauts et des bas. Et voilà, donc je voudrais vous présenter ce que nous faisons et j'aimerais vous dire, vous parler davantage quant à nos opérations. Et puis, notre réseau Climate Action Network, c'est vraiment le nom de l'organisation et différentes organisations dans cette structure. C'est composé des NGO et des organisations nationales aussi. Et l'autre a c'est des organisations internationales et des organisations nationales. Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux côtés différents? Parce qu'on est actif dans des espaces différents. Aux États-Unis, en Amérique latine, il y a le CAN, c'est là où je travaille, en Amérique latine. Et ces espaces, ils ont des activités différentes. Toutes ces organisations, ils représentent une constellation dans des pays divers avec des niveaux d'engagement différents. Et il y en a qui ont des entretiens au niveau international ou d'autres au niveau régional, en Afrique ou à l'intérieur des pays ou de leur propre pays. Et évidemment, il y a beaucoup de variété et de diversité dans ces régions. Il y a des organisations qui travaillent dans l'environnement politique euh, ou avec des projets de renforcer la résilience des communautés. Il y en a qui font du plaidoyer auprès de gouvernements et c'est tout un univers de différentes organisations avec une caractéristique différente et ils représentent tous un pont pour se connecter entre les organisations diverses pour mieux comprendre l'environnement macropolitique et comment l'utiliser en notre faveur pour notre pays. Et donc, comment avoir une voix pour se faire entendre. Oui, je suis désolé si je parle trop et trop vite. Je vais m'arrêter là. Et donc, je voulais juste vous expliquer quelques-uns des éléments euh, essentiels. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de soulever sa voix en tant que société civile, comme d'autres contributeurs ont déjà mentionné, l'événement COP en tant que processus, euh, c'est le résultat de tout un nombre de négociations qui prennent toute l'année pour pouvoir produire un progrès dans différents domaines. Pour que ça puisse devenir opérationnel dans un nombre de pays différents. Et donc, cet espace de prise de décision est différent pour chaque pays individuellement et aussi pour des forums internationaux. Donc, on y va comment? On s'organise à l'avance, on soumet des propositions et comme on l'a vu il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, il y avait un nombre d'activités de euh, diminuer la dépendance des carburants fossiles, euh, de commencer à créer des changements. Quand les citoyens formulent des demandes, nous, on a un rôle très important à jouer en tant que société civile et ensuite, il y a des choses qui sont plus importantes, euh, comme la formulation des propositions qui devront être soumises. Il y a différents niveaux de négociation et chacun de ces grands sujets
ils ont différents domaines de négociation et la société civile peut tout à fait faire part de ses contributions. Et CDN, c'est une organisation qui peut participer à ces tables rondes, soumettre des idées qui sont ensuite utilisées en tant que contribution euh, pour faire partie des différentes négociations. Et aussi, nous ne voulons pas nous arrêter à un espace formel. Et donc, nous voulons que chaque centre international ait une connexion avec les négociateurs locaux. Il y a des négociateurs dans les groupes qui sont ressortissants des pays en question. C'est à travers de ces connexions-là qu'on peut soumettre des propositions, les besoins et formuler les problèmes de la société civile. C'est comme ça que les négociateurs peuvent participer à la COP grâce à notre savoir-faire et ce que nous voulons accomplir en tant que société civile. Et c'est ça, c'est quelque chose qui doit avoir lieu avant le COP. Et donc, c'est à cela qu'il faut conformer si on veut faire participer à cet espace. Nous devons établir et renforcer ces connexions. Autrement, on n'a pas assez d'influence pour pouvoir défendre nos intérêts. Finalement, j'aimerais mentionner quelque chose qui a déjà été mentionné. Nous avons une connexion entre les organisations qui travaillent localement, régionalement, nationalement et internationalement. Et il faut réfléchir à l'aval et l'amont entre ces différentes organisations. Nous voyons des organisations qui travaillent au niveau national et ils mettent en place des activités au niveau international. Et leurs idées et propositions viennent de leur groupe. Et nous voyons souvent l'opposé. Il y a des organisations qui sont actives au niveau international et ils veulent avoir une influence nationale. Et donc, c'est un aller-retour. C'est très intéressant. Cette interaction devient de plus en plus importante, surtout si on se rend compte à quel point c'est important de travailler tous ces niveaux différents. C'est ça que je voulais partager avec vous. Oui, merci, Carla. C'était un peu euh, en résonance avec la contribution de Salim sur l'importance des activités nationales avant que on procède aux contributeurs prochains. Et donc, je vous demande de bien vouloir retenir vos questions en ce moment. On va revenir là-dessus tout de suite à la fin. Et maintenant, est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez nous dire comment rentrer en contact avec Ken et d'autres organismes qui peuvent être importants? Oui, non, bien sûr. Ken est un réseau qui est vivant tout à travers de l'année et on est actif dans différents espaces de plaidoyer. C'est pas exclusif au changement du climat. On travaille aussi sur d'autres sujets internationaux et on a toute une constellation de participants qui font ce genre de travail important. Nous parlons de disruption, transformation. En ce qui concerne le COP, je pense que c'est plus facile de penser à cela quand on voit la préparation en tant qu'un processus à tous les niveaux. C'est toujours plus facile quand on se joint à un centre existant, un centre régional, un centre national. C'est comme ça on peut exercer de l'influence sur les personnes qui travaillent dans ces négociations. Et c'est aussi un moyen de comprendre comment est-ce que fonctionnent les choses. Si cette voie s'ouvre pas à vous, je peux vous donner quelques tuyaux, comment se préparer au COP. Donc, si vous ne faites pas partie du réseau Action sur le climat, euh, dépend, selon
où vous soyez localisé, trouver un des centres qui est établi, qui travaille dans cette question du changement de climat. Et comme ça, vous pouvez regarder euh, quelles sont les activités et s'il y a une session à un moment donné, vous pouvez donc avoir une mise à jour de toutes les activités, euh, des activités en cours. Vous pouvez avoir cette session d'un rythme hebdomadaire et en y participant, vous allez euh, pouvoir connaître les personnes qui y participent et vous pouvez ensuite participer à ce niveau supérieur. Nous avons aussi des groupes de travail qui travaillent tout au cours de l'année et ils se retrouvent tous les jours au cours de la COP28 pour travailler leurs activités et interventions. Et si ça vous intéresse, si vous avez de l'intérêt dans un certain sujet, prenez contact avec ces groupes de travail, participez à leurs rencontres et cela vous mettra dans une position pour mieux comprendre le fonctionnement de ces négociations. Vous pouvez aussi peut-être penser qu'il serait mieux d'améliorer votre réseautage et moi je pense que c'est quelque chose de très très important. C'est ça les conseils euh, les plus importants pour se connecter lors de la COP28. Vous avez aussi le site internet qui est disponible en ligne et là vous pouvez trouver tous les détails de contact de ces divers groupes de travail. Vous pouvez remplir un formulaire pour rentrer en contact avec les gens qui coordonnent ces groupes de travail et ils donc gèrent ces groupes de travail. Merci beaucoup, Carla. C'était vraiment très, très utile pour les gens qui essayent de euh, euh, participer à COP. Je vais passer à notre prochaine contributrice, Madame Faith Lumon, elle est responsable de la justice économique et de l'action climatique à Akinamamawa Africa et elle va partager ses points de vue et ses expériences. À vous, Faith. Merci. Merci, Charlotte. Oui, est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Oui. Donc, je vais arrêter ma caméra pour maintenir une bande, largeur de bande. Donc, c'est bien que je puisse parler tout de suite après Carla, parce que c'est très important de comprendre comment nos participants s'organisent. C'est assez similaire. Euh, comment on puisse s'organiser. Une des choses qui m'ont été bénéficiaires chez Cannes, c'était le SP 58 cette année. Euh, J'étais arrivé une semaine en retard et je pouvais recevoir une mise à jour en participant à une des mises à jour de réseau Cannes et tout ce qui a été discuté jusque-là dans cette première semaine. Et donc, oui, c'est quelque chose de très formidable. Donc, Cet agenda constitue plus de 9 groupes de travail. Par rapport à ceci, donc il y a euh, je ne vais pas mentionner, il y en a 9, je ne vais pas tous les mentionner, mais en effet, Women Gender Constituency est là pour s'assurer que les femmes soient bien représentées. Alors, ce groupe a été fondé en 1900, créé en 1909, et des choses que nous avons, ce que je voulais souligner, c'est que d'ici 2011, il y avait déjà 32 organisations membres qui faisaient partie de ceci et nous avons déjà maintenant 47 membres.
Et je voulais aussi mentionner la participation de différents groupes de femmes féministes, des défenseurs de la justice pour le genre. Et nous voyons qu'il y a aussi un processus de régionalisation. Et au mois d'août cette année, nous avons donc lancé le programme de Africa and Gender Constituency, c'est-à-dire les femmes africaines et l'égalité des sexes. Et voilà, donc nous voulons accroître ou agrandir aussi nos activités en Amérique latine. Alors, en termes d'objectifs, une des choses que nous faisons en particulier, c'est de nous assurer qu'il y ait une bonne représentation, une représentation force qui se focalise sur les expériences et la capacité, n'est-ce pas, pour que les femmes de par le monde et surtout dans les régions, il faut développer et défendre les positions communes basées, bien entendu, sur les processus de la CCU. CCNUCC et fournir les perspectives de genre dans toutes les discussions connexes. Voilà, il faut donc, on est donc en train de développer différentes positions sur des principes divers. D'autres organisations, par exemple, pour représenter différentes positions sur des questions spécifiques. Donc, comme ça doit être présenté donc par le CCNUCC, nous nous réunissons ensemble et on essaye d'adopter une commission commune qui sera soumise au travers de cela. Mais encore, une des choses que notre groupe fait, c'est de faciliter et participer au caucus des femmes et du genre, ce qu'on appelle donc aussi bien l'agenda des femmes et du genre. Et nous avons donc des réunions à Bonn chaque année au mois de juin. Et donc, il y a aussi d'autres réunions de groupes régionaux, de caucus, en d'autres mots, qui ont lieu dans différentes circonscriptions en particulier pour identifier et construire un terrain d'entente et collaborer donc par rapport à ce qui est discuté concernant l'agriculture, l'adaptation, l'atténuation, pour avoir vraiment une mise à jour sur tout ceci. Ensuite, autre chose qui est aussi très important et qui a été vraiment de valeur par rapport à notre position c'est-à-dire de liaiser les uns avec les autres au travers des circonscriptions, au travers des commissions et pour les régions les plus affectées par les changements climatiques et au travers des comités nationaux de faire en sorte que nous puissions œuvrer de concert pour renforcer notre position car beaucoup de fois, donc les positions sont assez similaires, je dois dire. Alors, nous sommes coordonnés par un comité de coordination. Ce sont des femmes extraordinaires, n'est-ce pas, telles que vous les voyez ici à l'écran, et chacune représente une région différente dans le monde. Et ils ont la possibilité de faciliter l'engagement et la participation des différentes femmes qui participent par rapport à la défense que nous voulons faire. Alors, tel que mentionné par rapport à ce concert, c'est comment est-ce que nous travaillons au sein de WGC. Je vais essayer de résumer cela. Alors, une des choses qui est essentielle, évidemment, c'est nous, cela on veut faciliter donc une participation significative, n'est-ce pas, par rapport au processus de la CCNUCC. Et une des choses que l'on peut faire, c'est que on travaille avec le secrétariat pour informer
et influencer, par exemple, ce que devrait inclure l'agenda. Il y a aussi la coordination en termes de participation, donc des représentants du WGC à tous les conseils et organes de la CCNUCC. Il y a eu donc une réunion avec le président, mais aussi le président du COP. Il y a eu aussi, pour expliquer et partager nos points de vue et nos démarches, nous avons organisé une réunion avec la présidence de la COP en Égypte où on a pu présenter particulièrement la position africaine avant la COP 27 et on coordonne avec les autres groupes alliés pour faire progresser les programmes et le plaidoyer transformateur. Et nous servons aussi de coordonnateurs des opportunités d'intervention à travers le processus. Et chaque fois qu'il y a des consultations qui ont lieu, par exemple, sur des thèmes spécifiques, les groupes de travail se réunissent. Nous travaillons avec différents groupes de travail sur les circonscriptions des femmes et des filles. Nous travaillons ensemble donc pour renforcer notre position en agriculture, en finance du climat, par exemple, que ce soit par rapport aux nouveaux objectifs quantifiés sur tout point, discutés récemment ou bien sur les pertes et les dommages, etc. Concernant les différents thèmes, il y a également euh, des appels mensuels avec la présidence de la COP qui ont lieu pour informer notre engagement concernant la présidence de la COP. Mais aussi bien, on vise à fournir et à partager des informations en temps opportun sur des informations pratiques ou discutées et la logistique sur la participation aux membres. Et voilà, donc maintenant, je ne vais pas m'appesantir sur les détails, mais une chose que je voulais mentionner, c'est par rapport à notre engagement formel, il y a aussi l'engagement donc informel, donc comme par exemple s'il y a un sujet en spécifique qui est négocié, donc on peut obtenir des orientations et nous allons donc, le matin, on essaye d'informer déjà, de pouvoir cibler les négociateurs, mais aussi d'informer ce dont ils discuteront. Voilà. Et puis sinon, il existe un site web contenant les directives sur la manière d'adhérer. Vous le voyez ici à l'écran. Il y a différents liens tels que mentionnés à l'écran. Vous pouvez vite prendre une photo de cela et nous rejoindre sur notre plateforme. Voilà. Et donc, l'adhésion est très simple. Et pour les femmes, les féministes, c'est une organisation de défense des droits et pour la justice du genre qui fait avancer l'agenda de la justice climatique. Et voilà, donc on se prépare pour la COP. Il y a des critères, oui, mais enfin bon, l'adhésion est volontaire pour les OSC et les réseaux qui représentent ces sujets. Il y a aussi d'autres manières de s'engager. Si vous n'avez vous pouvez aussi joindre la liste de plaidoyer ou le caucus des femmes. Je crois que Charlotte a allumé sa vidéo. Ça veut dire que vraiment, je dois vous remercier de votre aimable attention. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Face. Je ne voulais pas vous couper la parole, bien sûr, loin de moi de faire cela, mais euh, je pense que c'était une présentation fantastique hein, avec beaucoup d'orientation sur comment joindre. Et je pense qu'on aimerait donc
inclure cette, présentation pour que ça soit envoyé? Je pense qu'il y aura aussi déjà des, questions pour vous dans la boîte de, discussion en bas de l'écran. Veuillez répondre à ces questions, voilà, et merci beaucoup. Je vais donc maintenant donner la parole à Miguel, notre prochain orateur, Miguel Ángel Jerez de Yongo, une plateforme boliviana de acción frente e cambio climático, une plateforme bolivienne d'action contre le changement climatique. Il fait aussi partie depuis 4 ans de la circonscription de la jeunesse. Voilà, et puis de nous expliquer un peu, de quoi, il s'agit, n'est-ce pas? Quels sont les, résultats et quels sont les besoins, qui, ont ressorti, qui ont émané, si on veut voilà, Miguel, merci beaucoup, et vous avez la parole, Miguel. Merci, merci, pour me permettre de, présenter et pour cette invitation, bien sûr. J'aimerais, vous remercier et de m'avoir invité et remercier tous ceux qui sont là, qui, nous écoutent, pour ceux qui donnent leur opinion, qui, posent des questions. C'est tellement important. Comme, Charlotte l'a déjà mentionné, je vais vous parler, de la jeunesse, de notre activisme de la jeunesse, n'est-ce pas, pour, la justice climatique. Donc, nous sommes en Bolivie et c'est, un travail que nous faisons avec, d'autres organisations de la société civile en Bolivie et ailleurs, et avec, des agences onusiennes. Alors, premièrement, pourquoi pensez-vous qu'on a besoin d'agir maintenant? Alors, en effet, c'est des questions qu'on a posées, aux membres de panel, déjà avant moi, mais ils ont aussi donné des exemples, par rapport à différents, pays. Alors on peut en effet, vous voyez déjà l'image, pourquoi devons-nous agir maintenant? Eh ben, voilà, c'est assez évident, la terre est en feu. Toutefois, c'est le cas en Amérique latine maintenant, on on passe à la période de sécheresse et puis vraiment, on a l'impression que le monde est en flammes. Et pourquoi c'est très important de prendre action maintenant? Eh bien, nous avons cette horloge climatique qui avance à grande vitesse. Et je ne pense pas qu'il y a, une meilleure période pour, mentionner, cela et grâce au travail de différentes organisations, hem, nous en effet, combien de temps, avons-nous? Eh bien, nous parlons toujours de ces, 2 degrés, le point de non-retour, et ça, selon cette horloge climatique, on y arrivera dans les 5 ans à venir. On a uniquement 5 ans avant d'arriver au point du non-retour. Alors quand je vous ai parlé maintenant de mon expérience avec la les activistes, alors rappelez-vous de ce contexte, de cette crise climatique qui est urgente, n'est-ce pas? Les cons Nous avons différentes manières, de pouvoir, participer, par rapport à cet espace, où se prennent les décisions. Alors une des manières de faire les choses qui est proposée par, ENGO, par les organisations onusiennes ou par, le, groupe de la société civile de la, CCNUCC, eh bien, nous avons ce mécanisme représenté par, les, communautés autochtones, les, travailleurs agricoles, mais aussi les jeunes. Et c'est là où nous travaillons. La jeunesse est composée, de points focaux, comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique, mais aussi, une coordination, globale, les GCT. Nous avons aussi des groupes de travail et bien entendu, des individus et les organisations,
et des personnes qui peuvent travailler ensemble avec Yongo, notre organisation. Là, vous avez donc différents sujets pour les groupes de travail et par rapport au Yango, vous pouvez voir comment est-ce que nous avons fait cette division des participants. La plupart viennent d'Asie, d'Afrique, d'Europe et très peu, en effet, d'Amérique latine, des Amériques en général. J'aimerais donc, nous faisons partie d'un millier d'organisations qui font partie de Yongo. Et sur cette plateforme, il y a un espace qui s'appelle RCOY, RCOY. C'est une conférence pour les échanges de la jeunesse qui participe à la préparation d'un COP qui aura lieu cette année aussi à Dubaï. Et nous avons aussi la conférence locale COI 17 qui a eu lieu au Mexique et on a eu un de nos membres qui a participé, qui a aussi représenté une des communautés indigènes de la Bolivie. Donc, ERCOI et ELCOI, donc, sont les deux organisations en question. ERCOI, c'est les conférences régionales pour la jeunesse autour du changement climatique. On avait le ERCOI au Costa Rica et on avait des jeunes de toute l'Amérique latine qui sont participés. Et nous avons créé un agenda pour l'action qui contient des propositions de plus de 300 jeunes participants qui étaient en personne et 8 représentants de la Bolivie également, dont quelques-uns des communautés indigènes. Yango organise aussi, comme je l'avais mentionné, le LCOI, les rencontres et conférences qui sont plus de caractère local. Alors, en Bolivie, on a eu 4 éditions de LCOI jusqu'ici. Et l'année dernière, nous avions le LCOI numéro 3. Il y en avait 4 au total. Mais là, Mexique, on a organisé déjà une quinzaine. Et on peut aussi parler des aspects régionaux de ces conférences. On a plus de 1200 personnes qui se sont inscrites et on a eu donc une rencontre à Cochabamba avec 150 jeunes représentants des zones urbaines, rurales et des communautés indigènes. Et c'était un événement très remarquable. L'organisation qui voudraient être accrédités doivent pouvoir démontrer leurs expériences et un engagement euh, continu. Et donc, je voudrais renforcer l'importance d'avoir une grande diversité et une grande variété d'organisations participants. On aura notre LCOI en Bolivie, puisqu'on a eu des résultats très formidables l'année dernière. Et donc, le défi a été lancé d'aller encore plus loin dans nos ambitions de cette année. Et ce serait formidable de pouvoir augmenter le nombre de jeunes personnes y participant pour améliorer la représentation rurale des communautés indigènes et afro d'origine africaine. Et il est important de noter qu'il y avait des sujets d'importance au niveau national, mais qui néanmoins ont un
un intérêt international. C'est des événements assez larges, organisés de la part des jeunes, mais évidemment, nous sommes en besoin des ressources financières. On a eu beaucoup d'obstacles parce qu'on n'a pas eu accès à suffisamment de finances. On est en partenariat avec FTS, avec les plateformes boliviennes et Athéna, et, euh, et ainsi que d'autres organisations qui nous ont vraiment soutenus au niveau technologique et financier, que les conférences de jeunesse peuvent devenir une réalité. J'ai une autre question pour vous. Comment est-ce que les jeunes peuvent participer dans le COP? Nous savons que euh, de se rendre à COP est très, très cher. Et aussi, il y a des restreintes linguistiques et des différentes réalités culturelles. Et donc, on pose la question, comment est-ce qu'on peut effectivement participer à cet événement? Nous avons participé à d'autres événements comme Elcoy, qui est un événement parallèle. Et donc, moi, j'ai deux voies différentes à vous suggérer. On peut soit participer en tant que négociateur de pays ou en tant qu'observateur. Cette première option, dans le cas de la Bolivie, c'est un tout petit peu plus difficile pour des raisons politiques. C'est pourquoi moi, je pense que c'est plus simple d'y aller en tant qu'observateur de la société civile. L'année dernière, on a des représentants de notre plateforme qui sont rendus en Égypte lors de la COP 27. Et on a eu du soutien de UNICEF et on a été en mesure de participer au groupe de travail pour la jeunesse et aussi être présent aux discussions des tables rondes sur le changement climatique et d'autres sujets. Moi-même, j'étais à COP26 à Glasgow en tant qu'observateur. On a eu aussi accès aux espaces de réseautage avec d'autres jeunes, d'autres pays et d'autres ONG. Et là, on a pu établir des contacts euh, euh, bon, et qui, et finalement, nous avons reçu une invitation de participer au prochain événement en Amérique latine. Et on a eu, nous en sommes très fiers. C'est très important de renforcer notre position au cœur de l'Amérique latine. Vous êtes tous invités d'y participer en tant qu'observateur et je travaille aussi dans un ONG qui se bat pour les droits des communautés indigènes. Et donc, j'ai pu participer aux tables rondes qui parlaient de ces sujets et les actions entreprises par ces communautés indigènes pour faire face au changement climatique. On était aussi en mesure de réseauter avec d'autres organisations et de leur parler des travaux que nous faisons, l'organisation des ERCOI et des ELCOI en parallèle au COP. Et en tant qu'activistes, nous avons le besoin d'être toujours présents, de faire partie de ces événements. Parce que ce qui m'a mené aujourd'hui à cette position actuelle, c'est mon rôle en tant qu'activiste. Il faut être clair, chaque événement, chaque action où il y a un questionnement des politiques en vigueur, c'est un moyen de montrer aux autres jeunes qu'ils peuvent devenir actifs et à quel point c'est important de réfléchir à ces questions environnementales. Et, euh, et en tant que collectif, on peut
à exercer une pression sur les autorités du gouvernement. Et aussi, ça renforce notre rôle en tant qu'acteurs qui ont une influence sur des événements comme le COP ERCOI et d'autres conférences aussi. Et ça nous montre qu'on peut vraiment représenter la jeunesse parce que notre participation à ces événements, il y a tout ce travail d'activisme derrière qui s'est fait de la part des jeunes, des étudiants, et c'est vraiment un travail de base dans ces pays où nous sommes actifs. C'est pour cela, je pense que c'est important de participer à COP euh, pour continuer notre travail d'activiste. Nous n'avons pas les fonds. Euh, Si on n'a pas participé aux ateliers de travail, aux démonstrations et les conférences dans nos pays et dans nos régions. Donc, mon message final, c'est le suivant. Dans les années suivantes, jusqu'à 2030, on devrait voir la transformation la plus vite dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ça notre mission. C'est le compte à rebours qui est en cours actuellement. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous remercie beaucoup de l'invitation. Et donc, je suis ouvert à toutes vos questions. Vous avez tous mes détails de contact et je vous remercie les participants, les contributeurs et peut-être il n'y a pas que le COP 28, mais il y a l'année d'après, il y a les événements parallèles où il y a toujours l'opportunité de participer et de contribuer. Ouais, merci beaucoup, Miguel. C'est vraiment un message très fort sur laquelle on peut terminer. Et vraiment, j'apprécie les détails sur les LCOI et leur fonctionnement et comment on peut se réseauter avec des milliers de jeunes personnes. Vraiment, à la fin de notre temps, j'aimerais remercier vous tous. Euh, il y a les constituants qui font beaucoup de travail aussi entre eux pour identifier leur synergie. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Et donc, on aurait dû terminer à 5 heures. Peut-être on a le temps de une ou deux questions avant de clôturer la session. Voilà, je peux voir encore une question, peut-être pour Face de Heidi, qui a mentionné que c'est extraordinaire d'apprendre ce que fait le WGC et puis quelle est la relation donc avec les points focaux de l'agenda national. Donc, c'est une très bonne question. Alors, en effet, donc, par rapport aux points focaux au niveau national ils sont au sein des gouvernements, n'est-ce pas? Donc, ça fait partie des différents ministères en charge du climat ou de l'environnement. Et en effet, par rapport à cela, donc, il y a la négociation sur le genre et il y a donc une étroite collaboration par rapport à ceci, avec les points focaux. Et nous, habituellement, donc, il y a, donc, nous sommes présents par rapport aux différentes consultations tenues à la COP. Et lorsqu'il y a des discussions, donc par rapport à GlobStack, c'est vrai, il y a eu différentes donc conversations concernant ces points donc d'inventaire national tel que mentionné. J'espère avoir répondu à votre question. Très bien, merci beaucoup. Alors, peut-être encore une question? Sinon, voilà. Dans l'intérêt du temps. Très bien. Donc, je pense que c'est tout. Donc,
On partagera, donc si tous les intervenants pourraient partager avec nous leurs présentations, on pourrait aussi les partager avec ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui et vous pourrez donc vous enregistrer sur les différentes plateformes. C'est vraiment très, très utile. Tel que mentionné, c'est donc notre objectif de soutenir les partenaires au niveau local pour mieux comprendre, mieux s'engager avec la COP28. Je pense que là, vous pourrez donc saisir les opportunités et puis que les choses soient mieux coordonnées par rapport à c'est vrai que c'est un espace assez, intimidant, la COP, mais sinon, je vous remercie à tous de vous être joints à nous. Merci à Andreas et à Salim et à toute l'équipe qui nous a aidés à organiser, cet, atelier de travail. Donc merci, merci encore, donc que ce soit donc, de différents endroits de notre planète. Merci, c'est un travail d'équipe et encore une fois, voilà, je vous remercie. Merci aussi à tous nos interprètes qui nous ont permis de nous comprendre les uns les autres. Veuillez nous excuser pour le micro qui était resté ouvert. C'est une erreur humaine. Les joies du travail en ligne. Voilà, donc on vous remercie et une très bonne matinée, très bonne après-midi, très bonne soirée. Là où que vous soyez, on espère réellement et sincèrement vous revoir pour d'autres événements. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Donc, peut-être que je peux demander maintenant à Lesero de nous aider si on veut prendre une photo. Voilà, on peut allumer nos caméras avant de partir. Allumez vos caméras pour la photo de groupe. Alors, faites-nous savoir. Lesero, en attendant, on va essayer de maintenir notre sourire. Voilà. OK. C'est bien? Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir, au revoir. Merci, gracias, merci, thank you.